Les pessimistes, ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas de l'alliance entre le PPACI et GPS dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, avancent les arguments suivants. Premier argument, l'alliance entre Soro et Gbagbo ne peut pas marcher parce que Guillaume Soro a combattu, y compris par les armes, le régime du président Laurent Gbagbo. Et la chute du régime du président Laurent Gbagbo n'aurait pas été aussi facile à obtenir si Guillaume Soro ne s'était pas rangé du côté d'Alassane Dramane Ouattara, de la France et des Nations Unies, manipulé par la France, en 2010, lors de la crise post-électorale. Mieux, le même argument précise que, en 2002, Guillaume Kibafori Soro, à la tête de la rébellion du MPCI, qui allait devenir les Forces Nouvelles, a mené une offensive militaire contre le régime du président Laurent Gbagbo, et que ces deux faits historiques suffisent à rendre impossible et inenvisageable une alliance véritable entre ces deux hommes politiques. Ça, c'est le premier argument. L'argument de l'histoire. Il y a un deuxième argument. Notez bien les arguments. Hein. L'argument de l'histoire conflictuelle entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Argument cristallisé autour des événements de 2002 et de 2010-2011. Ça, c'est l'argument 1. Des pessimistes. Et ces pessimistes, ils sont de tous les bords. Hein. Il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Laurent Gbagbo, il y a des pessimistes au sein de la galaxie du président Guillaume Soro, il y a des pessimistes qui sont plutôt des militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de Côte d'Ivoire, il y a des pessimistes dans tous les bords. Et ça, c'est leur argument. Deuxième argument, en défaveur de l'alliance entre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro, c'est que le président Laurent Gbagbo comme le président Guillaume Soro sont séparés par leurs ambitions respectives. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo veut à nouveau être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et le président du GPS, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, cherche le même but. Donc les pessimistes disent que dès lors que, en réalité, chacune des deux personnalités politiques envisage de prendre le pouvoir d'État, de l'exercer en tant que président, ils ne peuvent pas s'entendre. Car ils s'entendraient si, dès maintenant, ils étaient d'accord pour ne défendre qu'une seule candidature et se battre pour que cette candidature soit incluse aux élections et que l'opposition unie ainsi avance avec certitude. Donc, on va appeler le deuxième argument l'argument de la concurrence politique en vue du pouvoir d'État. Les pessimistes disent que dès lors que Laurent Gbagbo est en lutte pour être admis comme candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, dès lors que Guillaume Soro est en lutte pour être candidat et pour pouvoir gagner l'élection présidentielle, alors les deux ne peuvent pas s'entendre puisque le pouvoir ne se partage pas. Il se prend et s'assume. On va appeler ce deuxième argument l'argument de la concurrence ou de l'ambition politique. Très bien. Enfin, il y a un troisième argument. C'est un argument que j'ai entendu, que j'ai lu en écoutant les uns et les autres. Ceux qui pensent que cette alliance ne doit pas tenir avancent l'argument selon lequel il ne faudrait pas qu'on continue le cycle des alliances et des désalliances. Que ce cycle des alliances et des désalliances, eh bien, ne peut rien apporter de bon à la Côte d'Ivoire. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Ouattara. Ensuite, il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Gbagbo, entre le président Gbagbo et le président Ouattara, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Bédié et le président Gbagbo, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Ouattara et le président Bédié, puis des alliances. Il y a eu alliance entre Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo, puis des alliances. Il y a eu alliance entre le président Guillaume Soro, puis Alassane Ouattara, puis des alliances. Et donc, les théoriciens de ce troisième argument disent que
la succession d'alliances et de renversements d'alliances n'annonce rien de bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prise dans le piège des ambitions d'une classe politique hyper narcissique qui ne veut pas laisser émerger de nouveaux visages, qui ne veut pas laisser émerger un souffle neuf, un vent nouveau, permettant de tourner la page des rancunes et des règlements de compte des héritiers, des successeurs de Félix Houphouët-Boigny et même de ses adversaires. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Ça ne peut pas marcher, puisque dans tous les cas, on a vu que tout a déjà été essayé et ça n'a pas marché. On va appeler ce troisième argument l'argument de la fatalité. Bon, je crois que j'ai amplement balayé les trois principaux arguments qu'avancent ceux qui sont contre et qui croient en tout cas que cette alliance ne va pas marcher. Mais j'ajoute un quatrième argument. Le quatrième argument, on peut l'appeler l'argument de la force. Une force qui est attribuée à Alassane Dramane Ouattara, à tort ou à raison. Selon cet argument, Alassane Ouattara est trop fort. Et que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo se mettent ensemble, cela ne pourra pas empêcher Alassane Dramane Ouattara, le dictateur ivoirien, de les écraser. Donc, l'alliance entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne marchera pas nécessairement. Pourquoi? Parce que de toute façon, il sera vaincu. On va appeler donc ça l'argument stratégique. D'un point de vue stratégique, Alassane Dramane Ouattara manifestement contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôle les renseignements. Alassane Ouattara contrôle les régies financières de l'État, il contrôle la diplomatie, il contrôle les médias publics. Alassane Dramane Ouattara tient une clientèle énorme avec l'argent public détourné. Alassane Dramane Ouattara est trop puissant, dit-on, il ne peut pas tomber. Et donc l'association Soro-Gbagbo est vouée, pour ainsi dire, à être une association de losers. On va appeler cela l'argument stratégique. Est-ce que c'est bon? J'espère que j'ai balayé tous les arguments des pessimistes, de ceux qui ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Et j'ai expliqué en quel sens ils ne croient pas en cette alliance, dans cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais montrer que les 4 principaux arguments contre l'alliance sont des arguments faibles. Ils ne tiennent pas debout. Bien au contraire, eh bien, il y a de la ressource pour que cette alliance soit la solution pour mettre fin à la domination d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire à partir de cette année 2025. Continuez à partager ce programme. Nous allons passer à la deuxième partie. L'antithèse. Je vais montrer que c'est faux. Mon cher camarade, le Zouzou Soro de Gangaba, l'homme d'Italie, soit salué. Salutations à tous nos camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Fraternelle salutation au leader de GPS, l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, notre frère le chef Bogota, Guillaume Kibafori Soro. Salutations aux camarades du PPACI. Salutations chaleureuses et distinguées à son Excellence, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, doyen de la résistance politique ivoirienne contemporaine. Tenez bon, Monsieur le Président. Donnez l'émission dans tous les réseaux. On va passer à la deuxième partie. L'antithèse. Deuxième partie de notre réflexion. Pourquoi, au contraire, nous sommes optimistes et nous pensons que l'alliance entre le président Laurent Gbagbo du PPACI et le président Guillaume Soro de GPS, cette alliance va tenir. Pourquoi est-ce que nous le pensons? Souvenez-vous, le premier argument contre l'alliance, c'était l'argument de l'histoire. L'histoire conflictuelle entre les deux hommes,
avec les événements de 2002 et les événements de 2010-2011. L'avantage que nous avons en 2025, c'est que les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 1990, en 1992, en 1993, en 1995, en 1999, en 2000, en 2001, en 2002, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2010, en 2011, les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire est allée à la dérive en 2020, toutes ces raisons maintenant sont connues et comprises par toute la population. Elles sont mieux connues et comprises par la population qu'elles ne l'étaient. Lorsque les conflits de 90, de 92, de 93, de 95, de 99, de 2000, de 2001, de 2002, de 2010, de 2011, de 2020 ont éclaté. En effet, le conflit politique ivoirien a deux racines. Une racine interne qui avait été aggravée par la manipulation de la question de la nationalité ivoirienne, de la question de l'identité ivoirienne. Une manipulation politique savante, orchestrée par Alassane Dramane Ouattara. Il a fallu du temps aux Ivoiriens de tous les bords, même aux observateurs politiques, pour comprendre jusqu'à quel niveau Alassane Ouattara avait manipulé la question de l'identité en Côte d'Ivoire. C'est la problématique interne. Et puis, la problématique externe du conflit ivoirien, c'est la volonté du néocolonialisme français de maintenir la mainmise sur son précaré ivoirien et de continuer à bénéficier majoritairement de la richesse des populations, la richesse des terres, des airs, des mers de Côte d'Ivoire. Deux sources du conflit. À l'intérieur du pays, la crise identitaire. À l'international, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, qui ont toujours tenu à maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire des hommes de paille, devant servir préalablement les intérêts français, les intérêts occidentaux, avant les intérêts africains, les intérêts ivoiriens. Bon, je prends l'aspect interne. Sur le plan interne, au début des années 90, la population de la Côte d'Ivoire s'était littéralement multipliée par 10. Et la crise économique, notamment celle de la commercialisation des matières premières de la Côte d'Ivoire, avait mis l'État de Côte d'Ivoire en difficulté. Cet État n'était plus capable de faire face à la demande sociale de sa population qui s'était multipliée. Et comme il n'avait pas réussi à franchir le pas décisif de l'industrialisation maximale de son économie, cet État s'est retourné vers les grandes usines capitalistes internationales du FMI et de la Banque mondiale pour pouvoir être renfloué et fonctionner. Voilà dans quel contexte Alassane Dramane Ouattara a été coopté comme Premier ministre de Côte d'Ivoire pour administrer à la Côte d'Ivoire les solutions néolibérales, ultralibérales de la France, du FMI et de la Banque mondiale, afin de permettre à cet État de faire face à la demande socio-économique qui avait augmenté et dépassé la capacité de production nationale. Voilà comment Ouattara vient. Or, quand lui, il vient, alors qu'il est recruté sur la base du principe qu'il se serait un bureaucrate, un technocrate, un excellent connaisseur des mécanismes financiers, économiques, bancaires, internationaux, Alassane Ouattara, lui, va développer un autre plan. C'est de se constituer une base politique en Côte d'Ivoire à travers la manipulation de la question de l'identité ivoirienne. En effet, quand un pays entre en crise économique, quand un État a du mal à assurer ses charges, cet État aura tendance à voir naître en son sein des personnes qui pensent que les prestations de l'État doivent être réservées aux véritables nationaux préalablement. Les périodes de crise sont des périodes propices à la xénophobie. Parce que lorsqu'on ne parvient plus à bien fonctionner dans son pays, eh bien, le premier réflexe que l'être humain a, c'est de pointer l'étranger. Ce n'est pas seulement vrai en Afrique, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique, c'est vrai en Asie.
la tentation était donc forte de dire que la solution à la crise socio-économique de la Côte d'Ivoire des années 80-90, c'était que l'État se recentre sur les nationaux. Mais en se recentrant ainsi sur les nationaux, l'État s'exposait à être perçu comme un État discriminatoire, un État d'exclusion. C'est cela qu'Alassane Ouattara va exacerber en créant la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. Il l'a créée en 1991. Grâce à la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui prétend que c'est pour faire rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, alors que l'argent de cette carte de séjour ne représente rien par rapport aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire des années 90-91, Alassane Ouattara en fait en profite pour semer la zizanie au sein de la nation ivoirienne. La quête légitime de l'identité ivoirienne, la réflexion légitime des intellectuels ivoiriens pour définir une identité commune, qu'on a appelée l'ivoirité, sous la plume d'un Niangoran Porquet, cette réflexion est détournée par Alassane Ouattara. La question de l'ivoirité, qui relevait de la métaphysique culturelle, de la réflexion des chercheurs ivoiriens sur ce qui fait finalement le point de rassemblement des peuples de la savane, des peuples des montagnes de l'Ouest, des peuples du centre, des peuples de la lagune. Hein? Ce qui fait le lien entre tous ces peuples-là et qui était recherché par les sociologues, les philosophes, qui était recherché par les artistes, les poètes, par les romanciers de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va le détourner. En instaurant la carte de séjour des étrangers ivoiriens, Ouattara sait très bien que les contrôles de police, les contrôles de gendarmerie dans la circulation vont confondre de manière très récurrente en raison de l'identité de patronyme des Ivoiriens avec les étrangers maliens, les étrangers burkinabés, les étrangers guinéens, les étrangers sénégalais, les étrangers ghanéens. Alassane Ouattara en est conscient. Il a fallu du temps pour qu'on se rende compte que c'était son plan. Lorsque cette pression sur l'identité, l'appartenance à la nation, se poursuit par ce qu'on a appelé la politique de l'ivoirisation des cadres, une ambiance délétère va naître dans la nation ivoirienne. C'est dans cette ambiance délétère qu'Alassane Ouattara a constitué en réalité son bastion politique. Car il enchaîne dans la foulée. Alors que c'est lui qui a créé la carte de séjour pour diviser les Ivoiriens des non-Ivoiriens et faire passer certains Ivoiriens pour des non-Ivoiriens, en particulier les Ivoiriens du Nord, parce qu'un Fofana du nord de la Côte d'Ivoire s'appelle Fofana, comme un Fofana du Mali, comme un Fofana du Burkina Faso ou comme un Fofana de Guinée. Quand il va créer cette confusion dans le pays, Alassane Ouattara se précipite pour le deuxième acte de sa manipulation. Il va lancer la Charte du Nord. La Charte du Nord, c'est un document proclamant la volonté de séparation de la partie nord du pays par ceux qui se sentent confondus avec les étrangers dans le cadre du contrôle au patronyme et même parfois au faciès ou même carrément le contrôle au boubou qui commence à se multiplier dans le pays. C'est Alassane Ouattara qui crée la dissension, la discrimination envers les Ouest-Africains en Côte d'Ivoire et c'est encore lui qui crée la Charte du Nord pour protéger, prétend-il, en effet, ceux-là même qu'il a frustrés, les nordistes. Ça, c'est typiquement la grande manipulation de Ouattara. Il a fallu du temps à tout le monde pour comprendre cela. Si vous regardez bien, le PDCI-RDA du président Bédié va tomber dans le panneau de Ouattara. Quand le PDCI lance en même temps sa politique d'ivoirisation des cadres, il ne se rend pas compte qu'il vient d'alimenter Alassane Dramane Ouattara. Il vient de donner à Alassane Dramane Ouattara un moyen supplémentaire de s'ancrer dans le pays. On arrive dans les années 95. Alassane Ouattara passe un accord politique, le RDR de Ouattara passe un accord politique avec le FPI du président Gbagbo, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé à l'époque le Front commun. Et à cette occasion-là, Alassane Ouattara se présente comme l'emblème, le personnage emblématique des exclus du Nord. Et le président Gbagbo, qui par panafricanisme est sensible à cette argumentation, soutient Alassane Ouattara. Ah mais oui, le président Gbagbo soutient Alassane Ouattara jusqu'à renoncer à l'élection présidentielle de 1995 pour montrer à Alassane Ouattara sa loyauté. À l'époque, le président Gbagbo dit, si un ancien premier ministre du président Houphouët-Boigny
ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle dans ce pays, la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Je ne suis pas d'accord. Laurent Gbagbo sacrifie la présidentielle 95. Lui qui a affronté à 45 ans, en 1990, feu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Laurent Gbagbo sacrifie sa présidentielle 95 au nom de l'alliance avec Ouattara. C'est qu'en 95, il n'a toujours pas vu qu'en fait Alassane Ouattara est en train de manipuler l'identité ivoirienne pour pouvoir lui s'imposer aux Ivoiriens. Si le FPI a pu signer cette alliance, c'est parce que le jeu de Ouattara n'était pas encore vu. Ce jeu-là qui va aboutir au coup d'État de 99, qui va aboutir à la transition militaire avec le général Gueye, ce jeu-là, chacun aura le temps où il comprendra le jeu. Or, entre-temps, Alassane Ouattara s'est déjà installé dans le paysage politique comme le représentant des exclus du Nord. Il s'est déjà installé dans le paysage politique comme celui qui incarne cette tolérance à l'étranger africain, hein, qui est désormais une tolérance devenue rare dans le champ politique ivoirien. C'est comme ça qu'il s'installe. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va diviser également la jeunesse ivoirienne. La méthode qu'il a utilisée par la carte de séjour, par la charte du Nord, par l'alliance du Front républicain, la méthode qu'il a utilisée pour infiltrer la transition, pour contrôler le coup d'État militaire de Robert Gueye et le télécommander. Cette méthode, il va l'utiliser pour le contrôle du mouvement de jeunesse. Car en effet, cette frustration que certains Ivoiriens ressentent dans le pays, elle est ressentie même dans les mouvements politiques de jeunesse. Et elle se traduit par la montée en méfiance entre les camarades de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro se retrouve aux côtés du RDR d'Alassane Dramane Ouattara à partir de 2000, c'est précisément parce que la manipulation qui a commencé depuis 1989 au moins, 90, cette manipulation vient d'atteindre la jeunesse. Alassane Ouattara n'a pas de mal à faire comprendre que on a organisé toute la politique ivoirienne contre lui. D'autant plus que, en 2000, l'article 35 de la Constitution, forgé sous le général Robert Gueye, est fait contre Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas de mal à expliquer aux Ivoiriens originaires du Nord, comme Guillaume Soro, que si lui il est exclu, eux ils ne seront pas inclus. C'est la même manipulation qui continue. Et donc il faut que vous compreniez que la crise intérieure en Côte d'Ivoire, la manipulation de l'identité ivoirienne, est quelque chose qui a roulé dans la farine toute la classe politique ivoirienne. Et il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire qui ne sache comment Alassane Ouattara a manipulé les Ivoiriens. Comment il a manipulé la question de l'identité. Tout le monde en a été victime. A commencer par le président Houphouët-Boigny. Il était vieillissant. Mais il n'a pas vu comment Ouattara, à partir de la carte de séjour de 91, avait commencé à troubler le pays. Il n'a pas vu comment la charte du Nord était l'émanation de Ouattara. Il n'a pas su l'arrêter. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara, avec ce thème de « on m'exclut, on ne veut pas de moi parce que je suis musulman, parce que je suis du Nord », il n'a pas vu qu'Alassane Ouattara était en train de diviser la nation ivoirienne. Quand il passait l'accord de 95 avec lui. Il pensait sincèrement que Ouattara était un technocrate élevé à la démocratie américaine et qui venait apporter sa compétence pour le pays et qu'il fallait faire preuve vraiment de tolérance et de clémence. Il n'a pas vu ça. Gueye Robert même n'a pas vu. C'est quand Alassane Ouattara s'est retourné contre lui, après l'avoir utilisé comme façade du coup d'État de 99, que Gueye s'est mis à sentir que il y aurait un problème avec Ouattara. Guillaume Kibafori Soro, qui était secrétaire général de la FECI à un moment donné, et donc l'une des figures les plus influentes du mouvement de jeunesse de Côte d'Ivoire qu'on ait jamais connu, Guillaume Kibafori Soro, à l'intérieur de la FECI, a à gérer précisément cette même manipulation. Et il ne voit pas. Il ne voit pas en 2000. Il ne voit pas en 2000-2002 qu'Alassane Dramane Ouattara, en effet, est en train de manipuler l'identité. Il s'en rendra compte à partir, je pense, de 2007, lorsqu'il essuie des tentatives d'assassinat fomentées par des éléments de la rébellion au service de Ouattara. Donc il faut que tout le monde s'accorde ici sur un fait. La manipulation de l'identité ivoirienne pour diviser la Côte d'Ivoire, c'est l'opération par laquelle Alassane Ouattara est entré en politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus personne de sérieux ne peut dire qu'il ne sait pas comment Ouattara est venu. Donc Alassane Ouattara ne peut plus tromper quelqu'un en utilisant
la question identitaire. C'est pour prouver qu'il a bien compris cela, que le président Guillaume Soro est l'un des premiers hommes politiques ivoiriens à avoir demandé la libération des prisonniers politiques du FPI et le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'une des raisons qui ont coûté cher à Guillaume Soro dans sa relation à Ouattara, et nous étions, nous, conseillers spéciaux de Guillaume Soro quand il était président de l'Assemblée nationale, c'est que Guillaume Soro a appelé très tôt à la réconciliation, ayant pris conscience, entièrement conscience de toutes les manipulations dont les Ivoiriens avaient été victimes de la part de Ouattara, y compris lui-même. Allez lire le discours du 3 avril 2017 de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale. Ce discours, c'est la partie visible des rencontres directes entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara pour lui demander de libérer les prisonniers du FPI, lui demander de laisser Laurent Gbagbo rentrer pour que le pays se développe harmonieusement. On ne peut pas en exclure une partie. La crise entre Soro et Ouattara, cette crise vient du fait que Guillaume Soro refuse d'être manipulé encore contre la Côte d'Ivoire. Avec le président Guillaume Soro, nous avons procédé à une analyse patiente de la manière dont Alassane Ouattara nous a tous manipulés. Comment il a manipulé Houphouët-Boigny? Nous, on connaît. Comment il a manipulé Laurent Gbagbo? On connaît. Comment il a manipulé Robert Gueye? Nous, on connaît. Comment est-ce qu'il a manipulé Henri Konan Bédié? On connaît aussi. Comment il a manipulé le mouvement de jeunesse estudiantine de la Côte d'Ivoire? Ça, là, on connaît. On a analysé cela patiemment et le président Guillaume Soro s'est engagé, étant Premier ministre, dans ce qu'il a appelé le pardon et la réconciliation. Et quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, c'est le thème majeur de sa présidence de l'Assemblée nationale. Un militant d'Alassane Dramane Ouattara, qui avait été envoyé dans un débat sur la télévision Africa 24 à Paris. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est un membre du RHDP. Tidiane Koné a affirmé ceci. Guillaume Soro complote contre la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro prône le pardon et la réconciliation nationale. Il veut le retour des pro-Gbagbo. Il veut la sortie des pro-Gbagbo de prison. Il veut le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Guillaume Soro est contre nous. Voilà ce qu'a dit un cadre du RDR-RHDP en débat face à moi sur Africa 24. Il s'appelle Tidiane Koné. C'est ce qu'il a dit. Exprimant ainsi le fond de la pensée d'Alassane Ouattara. On était en 2017. Guillaume Soro n'avait pas encore démissionné de la tête de l'Assemblée nationale. À l'intérieur du RDR et du RHDP de Ouattara, c'était déjà la guerre contre Soro. Parce que Guillaume Soro a dit, on nous a suffisamment manipulés comme cela, nous devons rendre le pays à tous ses enfants. Il ne faut pas que nous quittions la terre, alors que nos frères qui sont injustement en prison, y sont. Nos frères qui sont injustement exilés, y sont. Parce que nous savons tous que nous sommes co-responsables de la situation de notre pays. De près ou de loin, nous avons manipulé ou nous avons été manipulés. Il faut maintenant rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Donc, sur le chapitre de la crise interne, j'aimerais que vous compreniez que c'est parti à partir d'une analyse endogène, une analyse autonome, souveraine et libre. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a convaincu le président Guillaume Kibafori Soro qu'il faut se battre pour libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Nous, les compagnons attitrés du président Guillaume Kibafori Soro, nous avons forgé à ses côtés, avec lui, cette conviction. Et notre conviction n'est pas déterminée par les circonstances, mais par une analyse objective de l'histoire. Nous sommes vaccinés à tout jamais contre Alassane Dramane Ouattara et ses manœuvres. Nous ne nous soumettrons jamais plus à Alassane Dramane Ouattara et à ses manœuvres. Jamais plus. C'est chez nous quelque chose de sacré. Si Guillaume Soro a renoncé au strapontin de président de l'Assemblée nationale, si Guillaume Soro a renoncé à toutes les offres flatteuses qu'Alassane Ouattara lui a faites, c'est pour préserver son âme, après avoir sacrifié sa jeunesse et avoir participé à désorganiser son pays en croyant servir une cause noble. Alors que la cause qu'il servait est la cause du pire ennemi de la nation ivoirienne qui n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc c'est à partir d'une autocritique. Ce n'est pas la critique de nos camarades du FPI ou du PPACI.
Non, c'est à partir de l'autocritique de Guillaume Kibafouri Soro et ses compagnons que nous sommes, que nous avons décidé de redresser le tir, de nous placer à l'endroit qui rassemble le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'axe de GPS, Générations et Peuples Solidaires. Ça, c'est l'aspect interne du conflit. Il faut savoir que Guillaume Soro et ses compagnons sont réconciliés d'abord moralement avec eux-mêmes dans le combat que nous menons contre Ouattara. Car nous avons pris la peine de le comprendre et d'assumer le désaccord avec lui. Guillaume Soro ne fait pas ce combat pour Laurent Gbagbo ou pour ceci. Il le fait pour la vérité, la justice et la solidarité. Il le fait pour que l'histoire retienne qu'il lui est arrivé de se tromper en s'associant à Alassane Dramane Ouattara. En 2000, en 2002, en 2010, même 2011, il lui est arrivé de se tromper. Mais il faut qu'on dise que Guillaume Soro, comme tout être humain conscient de ses imperfections, s'engagea dans la bataille pour redresser le tir et pour, en réalité, délivrer sa nation. Voilà, c'est dans cette dimension que nous sommes. La dimension du redressement de la patrie ivoirienne, de la restitution de la Côte d'Ivoire aux Africains. De Côte d'Ivoire. Mais il y a un deuxième aspect dans cette affaire. C'est l'aspect international de la crise ivoirienne. Je vous ai évoqué ça. Il faut que vous vous rendiez compte que même sur ce point-là, c'est par une démarche autonome, personnelle, que Guillaume Kibafouri Soro s'allie aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Une démarche autonome, personnelle, de réflexion, de pensée, de décision. Prenons la France. On le sait très bien, la République moderne de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le président Houphouët-Boigny avait le choix entre se faire éliminer, risquer de se faire éliminer par les colons français et au contraire négocier une indépendance sous haute surveillance avec eux. Avec le temps, et à travers son ami François Mitterrand, Houphouët-Boigny a négocié le virage qui a sorti le PDC-RDA de la gauche révolutionnaire panafricaniste pour en faire un parti de collaboration, de coopération avec la puissance française afin de construire pas à pas la Côte d'Ivoire moderne.